Le festival de musique à La Prée a lieu chaque année à la Pentecôte. L'abbaye de La Prée, c'est dans le Berry, près d'Issoudun, entre Bourges et Châteauroux. Un grand parc, une ancienne abbaye et de multiples activités associatives. Pour les personnes âgées, les artistes et pas mal de musique. Les concerts ont lieu dans une belle grange entourée d'un parc. Il y a la possibilité de prendre les repas à l'abbaye ou de pique-niquer dans le parc. 9 concerts ont lieu durant 4 jours. 5 concerts de musique de chambre, 3 récitals de piano et un concert pour les scolaires. Et pour mettre en lumière toute cette musique, les clés d'interprétation et les clés d'écoute. Les clés d'interprétation, c'est une séance qui a pour objectif d'aider l'auditeur à entrer au cœur du façonnage de la musique. Un ou une jeune pianiste travaille une partition publiquement avec Hortense Cartier-Bresson. Et les clés d'écoute, c'est le musicologue Claude Abremont qui nous embarque dans la genèse de la composition des œuvres. La directrice artistique, Hortense Cartier-Bresson, invite une équipe de musiciens de tout premier plan, ainsi que des jeunes solistes de très haut niveau. Les places sont à 10 €, ce qui est un engagement fort de l'association pour que le festival soit le plus accessible possible. Ce festival est organisé par l'association Pour que l'Esprit vive, reconnue d'utilité publique, en partenariat avec l'association Les Petits Frères des Pauvres. Vous venez de découvrir le Festival de La Prée dans sa richesse, dans ses lieux, dans ses interprètes. Quelle est ma place en tant que musicologue dans un tel cadre? Elle est double. D'une part, je présente les concerts, donc je suis là au début du concert, pas après parce qu'il faut écouter la musique, on n'a plus envie de parler. Et j'essaie de trouver le fil conducteur de ces concerts. Il est facile à trouver, puisque Hortense Cartier-Bresson l'a imaginé auparavant avec les musiciens qu'elle cherche à mettre en valeur à chaque fois. Et l'autre partie de mon activité, ce sont les 2 clés d'écoute. La seconde a lieu le dimanche, elle prépare au dernier concert, et la première, nous sommes en train de la faire ensemble avec cette vidéo. Elle s'intéresse donc aux 3 premiers concerts. Le concert du vendredi soir, celui-ci a lieu directement dans l'abbaye, donc il y a un piano, et vous entendrez du piano, mais aussi du violon solo, de la musique de chambre, un sextuor. Les 2 autres concerts seront les concerts du samedi, ils sont dehors, ils sont dans des églises, donc il n'y a pas de piano. Le second sera un petit peu autour de la flûte. Vous entendrez vraiment des œuvres qui mettent en valeur cet instrument. Et le troisième, toujours dans une église, mais assez gris cette fois, ça sera autour du quatuor à cordes. Donc 3 œuvres phares vont être au centre de ces concerts, à chaque fois une œuvre récente. L'idée, c'est de mélanger les différentes époques. Ça ira de Bach à un jeune compositeur comme Benjamin Attahir. Il n'y a pas de raison de créer des frontières. Des mots ont été inventés, je dirais, comme musique contemporaine, on va les oublier. Il y a la musique de différentes époques. Et donc, le sens aussi de ces clés d'écoute, c'est de rentrer dans ces œuvres qui parfois nécessitent un peu d'éclaircissement. Quels sont les compositeurs récents qui vont être mis en valeur? Le premier, c'est Tristan Murail. Ça sera une pièce pour piano solo, tout à fait étonnante, qui est un peu dans les souvenirs de Messiaen. Alors Murail, vous le connaissez certainement, c'est un compositeur qui a inventé avec quelques autres la musique dite spectrale. C'est une nouvelle couleur harmonique, c'est vraiment, ça rêve, il y a des sons, il y a des cloches. Mais aussi parfois, il s'amuse à retravailler le passé comme s'il le mettait dans un prisme. Par exemple, très récemment, je crois que c'est l'année dernière, il a fait une pièce qui s'appelle Cailloux dans l'eau. Alors Cailloux dans l'eau, vous imaginez peut-être Reflet dans l'eau de Debussy. Et oui, c'est un hommage à Debussy, mais c'est pas du tout un pastiche. C'est comme si Debussy était revu à travers sa palette. Le deuxième compositeur, Taira, c'est un compositeur japonais, mais très parisien. Il est mort d'ailleurs à Paris en 2005. Et alors, ça sera une pièce pour flûte, Cadenza 1. Et cette pièce pour flûte, ça permet à la fois d'avoir de la virtuosité, de l'intériorité, de la rêverie, et aussi un mélange de cultures, puisqu'évidemment, il ne renonce jamais à ses origines japonaises, mais il les croise avec toute la musique contemporaine. Et la troisième et dernière œuvre, celle donc du 3e concert, celui du samedi soir, c'est un quatuor à cordes de Bokorytchev. Alors Bokorytchev a écrit 3 quatuors à cordes. Celui-ci est le second, mais il s'appelle Miroir. Le premier ne s'appelle pas non plus quatuor. Il n'y a que le 3e qui s'appelle quatuor. Bokorytchev, on le connaît beaucoup parce qu'il s'est intéressé à ce qu'on appelait la musique ouverte. Des musiques où les interprètes ont des choix, ils peuvent inventer, changer, improviser, un peu comme un mobile de Calder. On a l'impression que les choses bougent, mais c'est toujours la même œuvre. Là, ce sont 5 pièces qui sont enchaînées et qui nous plongent dans une esthétique quand même assez tendue, assez forte. On pense presque au 14e quatuor de Beethoven qui commence par une magnifique fugue lente. Dans ce festival,
la musique chambriste est évidemment mise en valeur. On aura la Chaconne de Bach par Pierre Fouchonneray, on aura Quatuor de Schubert, Rosamonde, vous voyez, vous vous rendez compte, on aura un quintet, le premier quintet à cordes de Brahms, beaucoup de musique de chambre, absolument. La dernière sonate aussi, piano-violon de Beethoven. Et alors ça nous amène au fil conducteur de ce festival. On annonce l'année Beethoven, puisqu'il est né en 1770, l'année prochaine, ça sera l'année Beethoven. Et donc, à chaque concert, il y aura une œuvre de Beethoven. On aura une sérénade, pour donner le côté un peu galant parfois de Beethoven. On aura donc cette dernière sonate, et au troisième concert, celui des quatuors à cordes, on aura son dernier et ultime quatuor. Dans l'image que vous voyez à présent, cela vous donne toute la chronologie de la musique de Beethoven. En général, on la classe en 3 manières. Et donc, vous avez les chiffres 1, 2, 3 qui vous donnent ces 3 grandes périodes. Vous voyez, au début, beaucoup d'œuvres. Au milieu, encore pas mal. Et la 3e manière, tardive, elle se raréfie. Vous avez quelques sonates. La 9e symphonie. Et si vous regardez tout en bas, vous allez voir les 6 derniers quatuors. L'opus 135, dernier quatuor, 16e quatuor de Beethoven, est peut-être le moins connu par certains aspects de cette musique. On en parle, mais on ne l'écoute pas tant que ça, il était un peu à part. Il y a différentes hypothèses sur lui, parfois contradictoires, parfois même un peu critiques par rapport à cette musique, qui a un peu déstabilisé. On a l'impression qu'après les immenses œuvres précédentes, il y aurait comme une régression. Ce n'est pas du tout mon opinion, je vais essayer de vous le montrer. Alors, qu'avons-nous pour étudier cette œuvre? On a les esquisses. Il y a à peu près 70 pages d'esquisses qui sont à Berlin. On a quelques feuilles éparses d'esquisses qui sont à Paris. On a le manuscrit qui est à Bonn, à la Beethoven House. Quand vous regardez ce manuscrit, on voit une graphie qui n'est plus du tout comme auparavant. Elle est moins sage, elle est moins solide. On a envie de se dire que Beethoven arrive vers autre chose. Pourquoi ce quatuor pose tant de problèmes? En gros, il y a 2 hypothèses. La première, c'est une œuvre de circonstance. Beethoven avait besoin d'argent, ses quatuors étaient bien payés, il s'est amusé, c'est une œuvre de divertissement, il revient un petit peu à un style plus ancien, celui de Haydn. Il y a une 2e hypothèse qui est beaucoup plus intéressante, c'est une œuvre très profonde, mais qui ouvrirait une 4e manière. Une manière, on pourrait dire, néoclassique. Beethoven aura envie, de revenir à des motifs, comme faisait Haydn, mais en leur donnant une nouvelle universalité. Je vous donnerai ma propre vision de ce quatuor, mais d'abord, commençons par le mouvement qui pose le moins problème, qui est le plus proche de l'esthétique beethovenienne, c'est le mouvement lent. Et là, il y a toute la beauté de Beethoven, le temps suspendu, un sens du registre absolument extraordinaire. Il utilise des harmonies simples, on a l'impression de ne les avoir jamais entendues auparavant. L'autre mouvement qui peut surprendre, mais en même temps qui est très très beethovenien, c'est le mouvement 2, le scherzo.
Alors, dans ce scherzo, on pourrait dire qu'il y a une frénésie qui prend Beethoven. Il y a un motif que nous allons écouter qui est répété plus de 50 fois. On peut se demander, est-il devenu fou? Est-il en colère? C'est assez incroyable. Le problème, cependant, vient du mouvement 4. Il est intitulé « La décision difficilement prise ». Il y a une petite ligne de texte, avec de la musique, avec du texte associé, qu'on ne joue pas, et donc qui pose la question « Muss es sein ?» Es muss sein, es muss sein. Cela doit-il être? Cela doit être, cela doit être. Nous allons maintenant écouter ce début de finale. J'ai mis 3 couleurs. Une couleur pour la question, une couleur pour la réponse, es muss sein, et une couleur pour quelque chose d'intermédiaire. On a, j'ai envie de dire, la rythmique, pam, 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 de es muss sein ou muss es sein, mais il n'y a pas de note, c'est une note répétée, on ne sait pas si c'est une question ou une réponse. Comment comprendre ce débat métaphysique qui au début est très profond, puis après assez léger dans la réponse? La plupart des gens pensent que c'est une plaisanterie de Beethoven, un Beethoven pas du tout sérieux, car on connaît l'origine de ce motif, et c'est pas du tout de la philosophie, c'est une anecdote économique, financière. Un certain Demscher il n'avait pas assisté à la création du 13e quatuor, il voulait le manuscrit, il l'a demandé à Beethoven, Beethoven a dit « bah non, si vous le voulez, il faut payer, c'est 50 ducats », et Demscher a dit « muss es sein ?» et Beethoven a répondu « es muss sein », oui, il faut payer. Et donc, d'une certaine façon, ce quatuor serait une plaisanterie, faut-il écrire un quatuor pour gagner sa vie? Eh bien, il le faut. Et alors, la preuve qu'il y a une dimension de plaisanterie dans tout cela, c'est un genre que Beethoven a adoré à la fin de sa vie, le canon. Il a écrit plein de canons divertissants, et il en a fait un sur Demscher, muss es sein, es muss sein, et c'est pas du tout sérieux. Es muss sein, es muss sein, ja, 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 ja. Es muss sein, es muss sein, ja, 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 ja. Es muss sein, es muss sein, ja, ja, ja. Es muss sein, es muss heraus mit dem Wolken, heraus, es muss sein, heraus mit dem Wolken, heraus, es muss sein, es muss sein, ja, ja, ja. Est-ce une vraie plaisanterie, comme ce canon? Certes, Beethoven était très demandé en tant que compositeur de quatuor. On se battait pour les éditer. Artaria, Schott, Schlesinger père à Berlin, Schlesinger fils à Paris. Et un quatuor était payé autant qu'un oratorio pour lui, parce qu'il était très aimé en tant que compositeur de quatuor. Donc on peut imaginer cela. Mais moi j'ai une autre hypothèse. C'est une hypothèse
que le cœur de ce quatuor serait le plaisir de la musique de chambre. Il a eu envie de faire plaisir aux musiciens, et je vais essayer de vous le prouver. On va regarder le premier mouvement un peu plus en détail, et déjà, on va écouter le début de ce premier mouvement, qui commence à nouveau par une question. Cette question est faite 2 fois. Et il y a quelque chose qui serait comme un début de réponse, qui finalement poursuit aussi par une phrase interrogative, présentée à son tour 2 fois, et finalement on va avoir la réponse. Et tout cela est morcelé entre les instruments. Ça passe de l'alto au violon 2, au violon 1, ça bouge en permanence. Après, on a quelque chose de très surprenant, comme si tout se calmait, on entend un motif à découvert, et ce motif, je pense que c'est comme un cantus firmus, quelque chose qui va lui permettre un style sévère, un style à l'ancienne, un style contrapuntique. Et puis après, on passe à la suite du mouvement. Pourquoi autant morcelés? Pourquoi les motifs sont-ils aussi brefs et aussi explosés entre les instruments? Bien sûr, il rend hommage à Haydn, qui aimait lui-même jouer avec des petits motifs. Peut-être aussi il se rappelle sa jeunesse. Son premier quatuor était en fa majeur, comme le dernier. Les motifs sont explosés et ils sont présentés parfois à un instrument, parfois à 2, parfois à 3, parfois même à 4. On a l'impression d'une géographie renouvelée du quatuor à cordes. J'ai fait un schéma. Ce schéma va montrer 4 fois dans le quatuor, qui est lui-même en 4 parties à peu près de taille égale, une exposition, un développement, une réexposition et une coda. À chaque fois, le même matériau revient, et il revient jamais pareil. La première fois, le violoncelle n'a pas encore un grand rôle, il fait juste des pids, donc les motifs sont explosés entre uniquement les 3 parties du dessus. Il y a donc des questions, des réponses. Écoutez comment cela se passe. La seconde fois, cela se passe au milieu du développement. De façon péremptoire, les 4 instruments ensemble, cette fois-ci le violoncelle se joint aux autres, donnent le début du motif, puis cette phrase qui, à nouveau, est explosée à 3 instruments différents. Seconde explosion, les 4 ensemble, et pour la seule et unique fois, les 3 éléments de la question vont être présentés au même instrument, le violon 1. La troisième présentation de ce matériau, c'est le début de la réexposition. Cette fois, on aura un duo, le seul, entre violon 1 et alto, qui vont avoir en permanence les mêmes éléments. Les autres instruments font des échos, se joignent, et à la fin, pour la seule fois, pour l'instant, les 4 vont avoir le même rythme, mais pas la même musique. Les uns descendent, les autres montent. On va vers l'unité, mais ce n'est pas encore le moment. L'ultime présentation de ce matériau, c'est également la fin du mouvement. Cette fois, on va avoir une présentation supplémentaire qui permettra à Beethoven de faire un mouvement, j'ai envie de dire ascendant, alto, violon 2, violon 1, puis descendant, violon 1, violon 2, alto, c'est une symétrie parfaite. On avance, on ralentit même un peu, et l'ultime motif sera la seule fois où les 4 musiciens vont jouer la même chose. Ce mouvement est caractérisé aussi par des contrastes très forts. Le premier groupe motivique, et vous voyez comme tous ces petits motifs, le deuxième est beaucoup plus joyeux, avec des mouvements vers l'aigu, le grave, ça va dans tous les sens, ça va plus vite aussi.
Et la partie centrale, le développement, à son tour, va être le lieu de deux musiques très différentes. La première, c'est ce qu'on appelle le style sévère. Et donc ce cantus firmus, dont on a parlé tout à l'heure, va être combiné avec beaucoup d'éléments, et on rappelle ainsi le style comme c'était à l'époque de Bach ou de Handel que Beethoven adorait. L'autre phase du développement, on pourrait dire la troisième section de ce développement, au milieu il y a un développement séquentiel, on change de caractère. J'ai l'impression que Beethoven a eu presque un souvenir de sa 9e symphonie. On retrouve un scherzo très voisin, cette 9e composée peu auparavant. C'est les éléments de la question du début du quatuor, mais ils sont retravaillés tellement qu'ils deviennent une danse populaire. En attendant de pouvoir écouter le quatuor en entier joué à l'après dans le concert du samedi soir, nous allons écouter la vidéo du premier mouvement. Donc j'ai synchronisé tous ces éléments d'analyse que nous venons de découvrir avec l'écoute complète de la musique jouée par le fameux quatuor Alban Berg.